Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction, un numéro spécial autour des européennes. On vous propose de découvrir avec nous ce qui fait campagne ailleurs, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, avec nos invités aujourd'hui. Paolo Levi, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant italien à Paris pour la Stampa et pour l'agence Lanza. À vos côtés, Patrick Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du service étranger du Figaro, et vous étiez ancien correspondant du Figaro à Berlin entre 2008 et 2013. Et puis nous sommes aussi avec Florentin Collomb, le correspondant du Figaro à Londres. Bonjour Florentin. Bonjour. Alors avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, un mot d'introduction avec vous Patrick, et aussi vous dire que c'est une émission en direct sur Facebook, Le Figaro. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires. Nous sommes là pour y répondre. D'abord un mot d'introduction Patrick. C'est vrai que ces élections européennes nous passionnent évidemment parce qu'on en parle à longueur d'articles dans Le Figaro, mais ce ne sont pas des élections qui passionnent les électeurs en Europe, et c'est souvent finalement des référendums nationaux pour ou contre le pouvoir en place. Oui, alors en France, c'est le cas particulièrement parce que Emmanuel Macron s'est mis en scène dans cette campagne comme étant le rempart face aux populistes. Et donc c'est un peu un remake de l'élection présidentielle où il rejoue le match avec Marine Le Pen. Donc évidemment, ça, avec le climat des Gilets jaunes qui s'ajoute en plus à ça, ça se transforme un peu en référendum par la force des choses. Après, selon les pays, ça varie. C'est ou un référendum contre le pouvoir en place, ou un référendum sur le rapport qu'on doit avoir à l'Europe aussi, comme c'est le cas dans les pays du groupe de Visegrad en Europe de l'Est, où là, c'est sur les valeurs, c'est sur, et je pense aussi un peu, ça va être le cas en Italie, un peu sur les valeurs qu'on partage avec l'Europe, sur la direction que va prendre l'Europe. Et là, donc, bien qu'il y ait une participation très faible, par exemple, dans les pays du groupe de Visegrad, en Pologne, en Hongrie, en Tchéquie, on est autour entre 20 et 30% de taux de participation. Donc c'est assez bas, mais malgré tout, là c'est plus les questions européennes ou le rapport du gouvernement en place par rapport à Bruxelles qui fait débat. Alors, on va faire un rapide tour de table pour voir les sondages, les dernières infos qu'il y a dans chacun des pays dont vous allez nous parler. Florentin, important déjà de rappeler que l'Angleterre, elle vote aujourd'hui et non dimanche comme nous, et probablement que l'Angleterre ne va pas échapper à cet écueil du référendum pour ou contre le pouvoir en place, avec une question, est-ce que le Parti conservateur va se prendre une énorme raclée aujourd'hui ? Oui, c'est la sanction annoncée de ce scrutin. Un scrutin qui a des allures un peu surréalistes au Royaume-Uni, puisque le pays était censé avoir quitté l'Union européenne depuis la fin mars, et qu'elle y est presque contre son gré, enfin par la force des choses, faute d'avoir réussi à en sortir jusqu'à octobre prochain, d'où ces élections européennes, avec un comble qui est qu'il est possible que la participation dont vous parliez à l'instant soit plus élevée que lors la précédente édition des Européennes en 2014, où seulement un tiers des Britanniques s'étaient déplacés. Là, il y a vraiment un enjeu lié au pouvoir en place, bien sûr, mais lié plus profondément aussi à ce que veulent les Britanniques sur le Brexit, un Brexit confirmé, ou essayer d'éviter le Brexit pour certains. Donc ces élections servent de véhicule pour exprimer ces opinions. Et le tout, vous venez de le rappeler, dans un imbroglio politique assez saisissant. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que l'on sait déjà exactement combien de temps ces eurodéputés britanniques vont finalement siéger à Strasbourg ? Ben non, personne ne le sait. En théorie, ils pourraient rester parlementaires jusqu'à la fin octobre, qui est la date actuelle de sortie prévue du Royaume-Uni, mais rien ne dit que cette prolongation ne sera pas encore une nouvelle fois prolongée, donc ils continueraient à siéger. À l'inverse, Theresa May avait promis que ces eurodéputés ne siégeraient pas si la Grande-Bretagne avait réussi à régler ses problèmes de Brexit et à sortir de l'Union avant l'été, puisque la session parlementaire à Bruxelles et Strasbourg commence au mois de juillet. Mais il n'y a aucune chance que ça arrive, vu qu'elle n'arrive pas à faire ratifier un accord sur le Brexit. Merci Florentin pour ces premières infos. Paolo Levi, contrairement à l'Allemagne, contrairement à l'Angleterre où les partis europhobes d'extrême droite sont dans l'opposition, en Italie, l'homme fort, il s'appelle Matteo Salvini, c'est le vice-président du Conseil et il est ministre de l'Intérieur. Est-ce que pour vous, il va confirmer, peut-être même accroître la confiance des électeurs qu'il a déjà d'ailleurs ?
Absolument. Ce scrutin en Italie a un double enjeu. Le premier enjeu concerne l'avenir européen de l'Italie, c'est-à-dire si ce pays va décider de rester ancré au continent ou prendre le large. Et le deuxième est éminemment national, un peu comme en France. En Italie, on va voir si le rapport de force, qui selon les sondages et selon les dernières élections municipales, s'est complètement inversé entre la Ligue de Matteo Salvini, qui aujourd'hui a le vent en poupe, c'est le parti allié de fer de Marine Le Pen, et son allié au gouvernement, le mouvement 5 étoiles, pour simplifier, une sorte de gilets jaunes qui se sont fait partie et sont arrivés au pouvoir et aujourd'hui gouvernent avec Matteo Salvini, si ce rapport de force va s'inverser. Je rappelle juste une question pour mieux comprendre. Il y a un an, il y avait eu les élections législatives, les élections politiques dans mon pays, et le mouvement 5 étoiles, donc les gilets jaunes italiens, s'étaient affirmés avec 32% des suffrages. Largement en tête. Et largement en tête. Et la Ligue était un petit peu le petit allié de secours qui permettait au mouvement 5 étoiles d'obtenir la majorité au Parlement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Salvini est partout. Aujourd'hui, ce rapport de force s'est complètement inversé. Le 5 étoiles a dégringolé de 10 points à 22% et Salvini a le vent en poupe et frôle les 32%. On va parler de ces deux enjeux. J'en rajoute un troisième. Est-ce que Matteo Salvini va, comme il le souhaite, devenir un peu le leader nationaliste en Europe? On l'a vu à la tête de certains rassemblements à Milan notamment il y a encore quelques jours. Patrick Saint-Paul, on continue ce tour de table. On a l'impression que dans cette campagne européenne en Allemagne, finalement, l'idée européenne fait assez consensus. La CDU-CSU est d'ailleurs largement en tête. Elle n'est pas vraiment inquiétée par un parti d'extrême droite qui s'appelle l'AfD. Oui, en Allemagne, l'idée européenne fait consensus depuis la fin de la guerre, puisque c'est une façon de fuir tout sentiment nationaliste, cette appartenance à l'Europe. Et puis aussi, les Allemands sont très fédéralistes de par leur système. Et donc, pour eux, ils voient l'Europe plutôt comme quelque chose qui devrait aller vers plus de fédéralisme. Donc ça, c'est quelque chose qui fait assez consensus en Allemagne. Ensuite, il y a eu le choc de la vague migratoire de 2015 qui avait fait baisser énormément dans les sondages de popularité Angela Merkel. Entre-temps, elle a corrigé un peu la politique d'octroi d'asile aux migrants. Donc elle a apporté un certain nombre de corrections. En même temps, des demandeurs d'asile se sont plutôt bien intégrés en Allemagne. Donc on peut dire que pour le cas de l'Allemagne, la question migratoire est digérée pour l'instant. En même temps, l'afflux s'est tari. On n'est plus sur des chiffres comme en 2015 où c'était 1 million de migrants qui affluaient sur les côtes européennes. Et donc, du coup, l'AfD a moins de prise. L'AfD, donc, est ce parti populiste qui était né de la contestation de l'euro au moment de la crise de l'euro en 2008, au moment où on avait accordé des aides à la Grèce, qui ensuite est devenu un parti anti-migrant. Aujourd'hui, ils ne savent pas tellement comment se repositionner. Et traditionnellement, en Allemagne, il n'y a pas de sentiment vraiment anti-européen. Et les partis d'extrême droite font des scores assez faibles, contenus entre 3, 5 et 5,5%. Donc voilà. Donc on n'est pas du tout dans un cas de figure politique comme en France où on se demande si le parti au pouvoir va se faire doubler par le parti d'extrême droite. C'est plus la question pour cette élection. Ce qu'il faut observer en Allemagne aujourd'hui, c'est le score des écologistes qui vont faire probablement autour de 20% d'après les sondages, donc qui vont devenir le deuxième parti en Allemagne. Et ce que se demandent tous les Allemands, c'est est-ce que les conservateurs, la CDU qui a autour de 35%, donc qui sont donnés plutôt favoris pour les élections de 2021 pour l'instant, est-ce qu'ils vont gouverner avec les écologistes? Est-ce qu'il y aura une nouvelle forme d'alliance, de coalition en Allemagne qui est inédite pour l'instant? Et déjà, plusieurs commentaires. On dit bonjour à Sandra, Yannick et Pierrick. Et des commentaires. Oscar qui nous dit effectivement ce sont les Verts en Allemagne qui rafleront la mise. Et José, les Allemands se sentent européens tant que l'Europe leur obéit et leur profite, rajoute-t-il. Effectivement, on en reparlera peut-être. En tout cas, en Angleterre, le thème de campagne principale, alors vous pouvez le voir sur deux choses. La une du Figaro d'aujourd'hui, Brexit, les Européennes enflamment le Royaume-Uni, avec un article de Florentin Collomb notamment, bien sûr. Et puis, vous le voyez aussi au nom du parti qui est largement en tête, qui s'appelle le Brexit Party. Écoutez d'ailleurs son leader, Nigel Farage, mardi, lors de son dernier meeting de campagne. To go out and stick up two fingers to the establishment on Thursday, well,
there's good reason, of course, to stick up two fingers to the establishment, but actually I'm not asking you to do that. I'm asking you to vote for us on Thursday as the first step to fundamentally changing politics for good in this country. Florentin, si je vous demande la proportion de sujets de campagne liés au Brexit, vous me répondez quoi ? L'essentiel tourne autour du Brexit. C'est sûr que les candidats à ces élections européennes ne se présentent pas sur des plateformes de réforme de l'Union européenne ou de sujets liés au reste de l'Union, mais simplement à celui de la participation britannique à ces élections et à l'avenir de la Grande-Bretagne dans l'Union. Alors, il parle de two fingers, envoyer deux doigts parce que c'est l'équivalent du doigt d'honneur en Grande-Bretagne. Donc, on utilise deux doigts. C'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il va faire, puisqu'il est crédité de plus de 30% des voix dans les sondages, 30, voire 37%, un sondage lui donné hier, face aux partis au pouvoir, les conservateurs, qui sont relégués en 3e, 4e, voire 5e position, entre 7%, le minimum qui leur a été crédité par un sondage hier, ou entre 10 et 15. Donc c'est vraiment une bérésina pour le parti conservateur au pouvoir, le parti de Theresa May, qui paye le prix de ne pas avoir réussi à mettre en œuvre le Brexit pour lesquels 52% des Britanniques avaient voté il y a 3 ans. Déjà, un premier commentaire intéressant de Paul qui nous dit « La question qui se pose ensuite pour le parti du Brexit sera de savoir si ce parti décidera de lui-même de demeurer pour influencer la nomination des commissaires et s'il demeure jusqu'en fin d'année celle du président du Conseil européen. » Car il ajoute « Pour pouvoir dynamiter de l'intérieur l'Union européenne, il lui faudra tactiquement demeurer quelques mois de plus. » C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il va y avoir une victoire énorme du parti du Brexit, mais pour faire quoi ? Sa victoire, elle est surtout symbolique. Elle n'est pas vraiment pour dynamiter l'Union européenne, comme par exemple veulent le faire les partis de Salvini ou de Le Pen en France. Pour lui, c'est plutôt un enjeu de politique intérieure, c'est de dire on veut sortir le plus vite possible. Et après cette victoire annoncée au scrutin des européennes aujourd'hui, dont les résultats seront connus dimanche, il compte prolonger ce succès sur la scène politique intérieure à Westminster pour les prochaines élections législatives anticipées qui auront peut-être lieu cette année ou assez rapidement, et forcer au respect de la décision britannique de sortir de l'UE. Après, c'est vrai qu'on estime à une trentaine d'eurodéputés britanniques sur les 73 que le pays va envoyer qui pourraient aller au Brexit Party de Nigel Farage. C'est vrai qu'ils auront leur mot à dire dans le choix des commissaires, dans le choix du président de la Commission. Et ça c'est une épine énorme dans le pied des Européens. Merci beaucoup, Paolo Lévy, je vous vois sourire. C'est vrai qu'il y a un côté burlesque de voir un paysage politique européen où on voit un pays qui souhaite sortir, mais finalement doit voter et prendre part à une élection auquel il ne souhaite pas prendre part. Burlesque, c'était pas tragique, parce que avoir des députés qui peuvent influencer à travers leur poids au Parlement la nomination de notre futur exécutif européen, qui est celui qui est appelé à nous gouverner, même après la sortie de la Grande-Bretagne, est quelque chose de complètement inacceptable. Donc on voit là toutes les limites de ce Brexit et ça devient vraiment une pièce de Eugène Ionesco, le surréalisme le plus total. En Italie, le ministre de l'Intérieur, lui, a exprimé tout au long de cette campagne, vous allez nous en parler, son rejet des élites, sa volonté de renverser la table. Et puis, il a cité aussi ses modèles, De Gaulle ou Margaret Thatcher. Écoutez le ministre de l'Intérieur italien, c'était le week-end dernier à Milan. Chi ha tradito l'Europa? Chi ha tradito uno dei più bei sogni ipotizzati dai padri fondatori? L'Europa dei popoli e delle nazioni, di cui parlavano De Gasperi, De Gaulle, Margaret Thatcher. L'hanno tradita le elite, i poteri forti che hanno occupato questa Europa nel nome della finanza, delle multinazionali, del dio denaro e dell'immigrazione fuori controllo. Le Merkel, i Macron, i Soros, gli Juncker. Voilà, on ne l'aperçoit pas tout de suite, mais Marine Le Pen est juste derrière Matteo Salvini à ce moment-là. Il en a parlé, l'immigration, c'est l'un des thèmes principaux de la campagne européenne de Matteo Salvini. Oui, d'ailleurs, Matteo Salvini, parce qu'on lit aujourd'hui dans la presse italienne, apparemment nourrit ce rêve de devenir
commissaire européen responsable de l'immigration et des frontières, c'est-à-dire faire le même travail de fermeture totale du pays aux migrants au niveau continental. Ce qui, quelque part, est paradoxal, parce que d'un côté, ils attaquent l'Europe, mais après, ils se rendent compte que l'échelle pertinente est justement celle européenne, ce qui montre aujourd'hui que ni Marine Le Pen, ni Salvini, personne ne remet plus en question, disons, la nécessité d'aller de l'avant avec l'intégration européenne. Après, il faut voir avec quelle formule. Eux, c'est une formule de fermeture totale, et d'ailleurs, c'est une formule aussi qui a beaucoup de limites, c'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont beau s'afficher ensemble à Milan, souriant, mais le premier objectif, écrit noir sur blanc par Matteo Salvini, c'est que la France arrête le refoulement des migrants à la frontière franco-italienne. Son premier objectif. Et le premier objectif de Marine Le Pen, c'est lequel? C'est celui, justement, de continuer à refouler ces migrants à la frontière. Donc, c'est deux exigences complètement contradictoires et qui, tôt ou tard, vont aller une à l'encontre contre l'autre. Mais je reviens aussi sur ce que vous disiez, sur cette mue aussi de certains partis populistes ou nationalistes qui, il y a encore quelques années, demandaient à la suite d'un Brexit, un Frexit par exemple pour Marine Le Pen, et puis finalement, Patrick, ce sont des revendications qu'on n'entend plus beaucoup chez les populistes en Europe. Oui, c'est ce que disait Paolo à l'instant et Florentin tout à l'heure. Les nationalistes ont changé de braquet. Ils ne veulent plus quitter l'Europe ou quitter l'euro. Ils veulent la changer de l'intérieur. C'est la nouvelle stratégie. Alors peut-être pas la faire imploser, mais ils cherchent à changer les règles du jeu sur l'immigration, sur les frontières, sur l'austérité aussi. Et quand on voit aujourd'hui le discours qui n'est plus on veut quitter l'euro parce que ces partis ont pris conscience que pour un grand nombre d'électeurs, en tout cas c'est le cas en France et dans d'autres pays européens aussi, notamment en Allemagne, l'euro est une monnaie qui protège. La nouvelle stratégie pour affaiblir la zone euro, c'est de dire on ne veut plus respecter les critères des 3%. Et donc ça, c'est une autre façon de fragiliser le système et de dire l'austérité imposée par l'Allemagne, on n'en veut plus. Ce système, et quand Salvini parle de Merkel, il fait aussi référence à ça, je pense, de la même façon qu'on le fait aussi en Grèce. C'est aussi le cas pour les pays du groupe de Visegrad. Et ça, c'est quelque chose, tous ces populistes sont d'accord sur peu de choses, mais ils sont d'accord sur cette notion d'austérité imposée par l'Allemagne à laquelle il faut mettre un terme aussi. Au-delà de l'immigration et des frontières, c'est un thème qui est important aussi dans cette campagne. Et un autre internaute local qui nous dit on attend le divorce à l'italienne après les élections. Alors ça revient un petit peu ce dont on parlait en début d'émission, mais c'est vrai, vous l'avez rappelé, ce mouvement 5 étoiles qui a gagné les élections en 2018 et qui maintenant est complètement supplanté par Matteo Salvini que l'on voit tous les jours et qui est considéré vraiment comme le fort en Italie. Oui, totalement. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si ce gouvernement tombera, mais quand il tombera. Il est fort probable qu'après les élections et en vue du vote de cette Bérésina du mouvement 5 étoiles, Salvini aura ses revendications parce qu'il deviendra le premier parti politique en Italie. D'un mot, comment ça pourrait tomber ? Et en fait, les solutions sont deux. Aujourd'hui, on sait à travers la presse qu'ils sont déjà en train de s'organiser. À cette deuxième phase de la législature, Salvini apparemment demande à être soit Premier ministre, soit avoir un Premier ministre de la Ligue. Aujourd'hui, le Premier ministre Conte est plutôt proche du mouvement 5 étoiles. Et voilà, donc la question n'est pas de savoir si, mais quand. Mais voilà. quand. En tout cas, voilà, pour ces poussées nationalistes qu'on décrit à longueur d'articles dans le Figaro, eh bien, on en parle aussi beaucoup en Allemagne. Angela Merkel, la chancelière, qui était invitée à Zagreb en Croatie à l'occasion d'un meeting politique avec les conservateurs croates. Et vous allez le voir, son combat contre les nationalistes, c'est son combat premier aujourd'hui. Unsere Werte heißen, dass wir stolz auf unser eigenes Land sein können und gleichzeitig Europa bauen. Patriotismus und Europäische Union sind keine Gegensätze. Der Nationalismus ist der Feind des europäischen Projekts und das müssen wir in den letzten Tagen vor der Wahl klar machen, liebe Freunde. Faire barrage aux nationalistes, Patrick Saint-Paul, on a l'impression que ça va être l'un des derniers combats de la chancelière. Il faut rappeler qu'elle a annoncé qu'elle ne poursuivrait pas l'aventure politique en Allemagne, en tout cas après son mandat. Oui, alors c'est son dernier combat. Je comprends que ça lui tient à cœur, puisque beaucoup d'Allemands les accusent d'avoir fait revenir les nationalistes au Parlement pour la première fois de façon aussi massive
depuis l'époque nazie. Donc il y a évidemment à l'occasion de cette crise migratoire. À l'occasion de la crise migratoire qui a provoqué un raz-de-marée de l'AfD qui est entré en masse avec 70 députés, je crois autour de 70 députés au Bundestag, c'est ce qui était du jamais vu depuis le Troisième Reich. Donc je pense qu'elle n'a pas très envie de laisser cet héritage, donc elle essaie de corriger le tir. Elle l'a fait, comme je le disais tout à l'heure, avec un certain nombre de mesures pour durcir les conditions pour l'immigration. Et donc son combat, oui, c'est d'essayer d'affaiblir ce parti de l'AfD, mais pour l'instant, ça semble plutôt bien engagé. L'autre enjeu côté allemand, c'est aussi pour la présidence de la toute-puissante Commission européenne, avec un Allemand qui est l'un des favoris, s'appelle Manfred Weber. C'est un visage peut-être à retenir. Vous allez l'écouter. Il souhaite donc succéder à Jean-Claude Juncker. Et lui aussi, il est très offensif contre les nationalistes. My first answer is that I will fight with all my means against these nationalisms, because they will destroy again what we achieved in our European Union of today. And I give the promise that they will not work together in one moment and in one single issue with all the right populists in the next European Parliament. They will not be part of a majority of Manfred Weber. I am clear on this. Patrick, vous mettez une pièce sur Manfred Weber à la tête de la Commission ? Pas tellement, je crois que beaucoup d'Européens dans les institutions et au sein de la Commission jugent qu'il n'a pas beaucoup de surface, à la fois de surface politique et puis ni de charisme. Il a peu d'expérience. Il avait l'avantage, il a été choisi par Merkel parce qu'il a un avantage, il est bavarois, et donc pour contrer les populistes, comme les Bavarois sont plus proches des populistes, alors il tient ce discours pour lutter contre les nationalistes, mais il est quand même idéologiquement un peu plus proche, étant bavarois. Il y a cette espèce d'axe alpin de ces pays. Mais sinon, ça permet de le mettre en avant à Angela Merkel, de se garder une carte pour elle-même au cas où elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite, qu'elle ne chasserait pas d'autres mandats politiques après sa retraite en 2021 ou plus tard à l'issue de son mandat. Mais sait-on jamais. Elle a eu une petite phrase dans une interview récente où elle disait qu'elle s'inquiétait pour l'Europe, qu'elle était prête avec d'autres à assumer ses responsabilités, ce qui laisse la porte ouverte à une candidature pour succéder à Donald Tusk. Donc évidemment, comme c'est un jeu de tractation entre les principaux pays pour se distribuer ses postes, si elle obtient ce poste-là, il est peu probable que Weber obtiendra celui de la Commission européenne. Et là, la carte parce que l'Allemagne ne peut pas être à la fois à la tête de la Commission européenne et à la fois à la tête du Conseil. Il y a des limites. L'Allemagne voudrait régner sur l'Europe sans le vouloir en même temps, mais du coup, elle ne peut pas s'afficher aussi ostensiblement et demander tous les postes. Elle pousse aussi pour avoir la BCE et avoir Weidmann, qui est un faucon pour succéder à Mario Draghi. Donc elle ne peut pas avoir à la fois la BCE et le Conseil de l'Europe et ça commence et la à faire Commission. beaucoup, effectivement. Ça ferait beaucoup. Donc Michel Barnier a peut-être une carte à jouer, sera peut-être le candidat du recours si Angela Merkel sort du bois. Voilà, même si pour l'instant il n'est pas encore candidat, mais elle non plus. Voilà. Elle non plus, c'est sûr. Mais personne n'est jamais candidat à ces postes, ça se décide à un moment. Florentin Collot, allez, on repart un peu à Londres pour savoir ce qui fait campagne de l'autre côté de la Manche. Est-ce qu'il existe déjà, en filigrane de cette question omniprésente du Brexit, un clivage entre les souverainistes et les europhiles en Angleterre ? Ah bah plus qu'un clivage, hein. Le pays est complètement déchiré sur cette question depuis 3 ans. Avant, c'est une question que la population se posait assez peu, hein. C'était un sujet qui a été instrumentalisé par les eurosceptiques, en particulier du Parti conservateur, ainsi que Nigel Farage à la tête de son parti de l'époque qui s'appelait UKIP. Mais aujourd'hui, l'ensemble de la population est complètement divisé sur Brexit ou pas Brexit, europhilie, europhobie, y compris des familles, y compris des amis, en suivant des candidats à Londres, par exemple, qui faisaient campagne du Parti libéral-démocrate centriste, j'ai vu des drapeaux européens aux fenêtres ou dans les jardins de certaines maisons à Londres. C'est quelque chose de complètement inimaginable avant le référendum. Les Britanniques se sont jamais souciés beaucoup et n'ont jamais eu vraiment de sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Et là, vraiment, on peut le dire que c'est le pays avec le mouvement pro-européen le plus
le plus fort et le plus dynamique, paradoxalement, d'Europe, avec des manifestations qui ont attiré 1 million de personnes dans les rues de Londres pour rester dans l'Europe. Donc, en effet, oui, tout se détermine autour de tout ça. La vie politique est en train d'exploser, en particulier les deux grands partis, le Parti conservateur et le Parti travailliste, sont en train de se diviser et de ne plus savoir où ils habitent véritablement à cause de cette question. Et vous en parliez aussi, la question est de savoir comment Nigel Farage va essayer de transformer ce succès électoral. Parce que c'est bien la cible de toutes les critiques aujourd'hui de la part de tous ces autres partis qui essaient de grappiller quelques pourcentages dans les intentions de vote. Je voudrais par exemple vous faire écouter ce que dit Philip Hammond, le ministre de l'économie britannique. Pour lui, même Nigel Farage trahit l'esprit du référendum du Brexit il y a 3 ans. On the populist right, there are those who now claim that the only outcome that counts as a truly legitimate Brexit is to leave with no deal. Let me remind them, the 2016 Leave campaign was clear that we would leave with a deal. So to advocate no deal is to hijack the result of the referendum and in doing so, knowingly to inflict damage on our economy and our living standards. Dans quel climat d'ailleurs se passe la campagne, Florentin? On a pu voir, ça a pu en faire sourire certains, mais Nigel Farage se baladait à Newcastle, je crois, le week-end dernier et recevoir un milkshake à la figure. Et on peut voir effectivement qu'il cristallise toutes les critiques. Mais d'une manière générale, comment est-ce que vous, sur le terrain, vous avez pu ressentir ce climat de campagne? Le climat est relativement tendu, le climat politique en tout cas, le climat dans la population ça va, mais le climat politique est très tendu. Vous avez aussi Theresa May qui est complètement assiégée à Downing Street et qui se barricade et qui pourrait démissionner dans les heures ou dans les jours qui viennent parce que elle va payer l'échec de sa stratégie sur le Brexit. Oui, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'agressivité sur Twitter, sur les réseaux sociaux, entre pro-européens et pro-Brexit. Et c'est vrai que ce que disait Philip Hammond, c'est que le parti de Nigel Farage, le parti du Brexit, qui a un message simplissime, hein, c'est sortez-nous de l'Europe le plus rapidement possible et sans accord, ne prend même plus la peine de faire l'argumentaire pour le Brexit. Sa simple justification de ce mot d'ordre, c'est de dire on a voté pour le Brexit, il faut le faire, et c'est une question de démocratie, une question de principe, et finalement tout se noie complètement autour de cette idéologie sans qu'on s'interroge même sur les fondements de cette idéologie. Et on parlait d'immigration tout à l'heure, l'immigration était le grand sujet du référendum de 2016, aujourd'hui plus personne n'en parle alors que les chiffres sont exactement les mêmes qu'à l'époque. Jusqu'où ira pour vous, messieurs, ce phénomène Farage? C'est une question qu'on se posait déjà en 2016, mais il s'avère que Nigel Farage a ensuite dit « Écoutez, mon travail est fait, je n'ai plus de rôle à jouer ». Écoutez, moi j'ai l'impression quand j'assiste à ce débat en Grande-Bretagne d'être un extraterrestre, c'est-à-dire que moi j'aurais mis la main sur le feu, mais même les 2 mains sur le feu, que le jour après le Brexit, c'est-à-dire quand Farage a avoué tout simplement d'avoir complètement menti sur la ristourne des frais sanitaires du NHS en Angleterre. J'ai dit, bon, il a menti face à une nation, il a avoué face à une nation d'avoir menti, un peu comme Cazeneuve à l'époque, il va disparaître du paysage politique. Et on le revoit aujourd'hui avec le vent en poupe. Donc, vraiment, je laisse mon collègue à Londres la charge de décrypter tout ça, parce que moi, ça me paraît vraiment un truc de martien. Vous l'avez dit aussi d'un mot, Florentin, cette possible démission de Theresa May, et certains l'annoncent pour demain. Où en sommes-nous de cette possible démission? Elle-même ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que demain, elle a rendez-vous avec le chef des troupes du Parti conservateur au pouvoir pour discuter avec lui du calendrier de son départ. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, elle l'a déjà fait et elle s'est déjà engagée à partir à plus ou moins brève échéance. Mais là, la pression est très très vive de la part de ses propres ministres au sein de son gouvernement, de la grande majorité de ses députés conservateurs, pour qu'elle parte le plus vite possible et qu'ils puissent tourner cette page, lancer
la course à la succession officiellement, alors qu'elle a déjà lieu officieusement, et nommer un nouveau Premier ministre. Ce qui ne résoudra aucun des problèmes, je vous le dis tout de suite, auxquels est confrontée la Grande-Bretagne sur le Brexit. Et les mêmes contradictions continueront à se poser et les mêmes impasses politiques continueront d'exister, à moins qu'il y ait une nouvelle élection éventuellement qui change la donne, législative, ou bien un nouveau référendum. Et Florentin, j'ai cru voir un tweet très récent de votre part où vous indiquiez que la maison de Boris Johnson était en vente et que cela pourrait être un signe annonciateur de son arrivée à Downing Street. Oui, Boris Johnson est le grand favori chez les conservateurs pour remplacer Theresa May. Il faut encore qu'il ait l'approbation des députés conservateurs avant que ce soit soumis au vote des adhérents du parti. Et il est moins populaire parmi les députés que parmi la base du parti. Et en effet, il a mis en vente pour 3,7 millions de livres sa grande maison à Islington, un quartier bobo au nord de Londres, mais il a un autre pied-à-terre en attendant. Bon, c'est rassurant pour lui en tout cas. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à notre émission. Paolo Levi, correspondant à la Stampa, Patrick Saint-Paul, Red-Chef du service étranger du Figaro, et puis Florentin Collomb, vous étiez en direct de Londres, où vous êtes le correspondant du Figaro. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle la soirée électorale exceptionnelle du Figaro ce dimanche soir en partenariat avec LCP et Public Sénat. Bonne fin de journée à vous. Ciao.